Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Quand on parle d'innovation, comme Elmar vient de le mentionner, l'innovation doit répondre à un besoin. Alors vous allez me dire, pour répondre, ça marche pas, ça marche, c'est le chat. Alors pour vérifier si une innovation répond à un besoin, vous allez me dire, on fait une étude de marché. Et selon mon expérience de nombreuses années dans un département de R&D, cette étude de marché, on la fait souvent très tard dans le processus d'innovation. C'est un one-time shot. Voilà, c'est fini. Alors mon premier message ce soir, c'est que selon moi, récolter des inputs sur les besoins de... Ça va mieux comme ça. Voilà. Alors, mon premier message ce soir pour vous, c'est que, selon mon expérience, si on veut récolter les besoins des clients, c'est quelque chose qu'on peut faire tout au long du processus d'innovation, même quand on est dans cette phase spaghetti assez peu claire, et que si on le fait, c'est pas quelque chose qui va brider le processus d'innovation. Alors, ce que j'aimerais vous apporter ce soir, c'est partager avec vous un outil que j'ai développé, qu'on a développé l'année passée à l'EPFL dans le cadre d'un projet de recherche en robotique. C'est un outil qui, j'espère, vous permettra de mieux pouvoir vous plonger, vous mettre dans la peau de vos clients. Alors, quelques mots sur ce qui se cache derrière comment on a développé cet outil. Donc, c'était une étude, on nous a demandé, les roboticiens nous ont demandé, mais ok, nous on développe des robots, mais par contre on n'est pas sûr si les gens ont envie d'avoir un robot à la maison, dans leur vie quotidienne, dans leur maison. Ok, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué dans 9 foyers autour de Lausanne un robot. On a pris un robot qui est très répandu sur le marché, qui s'appelle le Roomba, ce robot aspirateur. Et on a suivi minutieusement pendant 6 mois comment toutes ces familles adoptaient ou pas ce robot. Alors, ce qui en a résulté, c'est un modèle que j'appelle le modèle des 7 stepstones ou les 7 pierres. Ce sont en fait les 7 pierres ou les 7 étapes que des utilisateurs doivent franchir pour réussir à intégrer en fait un nouveau produit ou un nouveau service dans leur pratique quotidienne. Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que, premièrement, il vous permet, comme je l'avais dit, je l'ai mentionné il y a un instant, il vous permet d'émettre des hypothèses sans aller sur le terrain, donc sans aller même rencontrer le client. Il vous permet d'émettre des hypothèses sur est-ce que mon produit ou mon service a des chances d'être adopté par un client. C'est la première chose. Deuxième chose qui est intéressante avec ce modèle, c'est qu'il est assez complet. C'est-à-dire qu'en général, quand on s'imagine est-ce que mon produit va plaire ou pas, on va penser aux 2 premières pierres qui sont l'utilité pratique d'un produit ou d'un service et la deuxième qui est l'utilité économique. Alors je vais venir sur ces 2 points. Et donc, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas que ces 2 aspects-là qui sont importants, il y a encore 5 autres pierres à passer, 5 autres aspects pour que les gens soient satisfaits. Alors, première pierre, je vais les passer tout en revue. La première pierre, l'utilité pratique, avec ce Roomba, ce qu'on a vu, c'est que, évidemment, c'est ce à quoi on s'attendait, c'est ce que les messages publicitaires sur ce robot aspirateur clamaient. Ça vous permet d'épargner du temps. Alors, donc ça, c'est un emploi du temps d'une famille qui, donc, maman, papa, 4 enfants. La maman, elle a sa daily cleaning session, donc chaque jour, elle aspirait en fait. Donc, grâce au robot, elle aspire plus qu'une fois par semaine. Ok, super. Ça, c'est clair. Alors, quand je parle d'utilité pratique, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des aspects cachés de l'utilité pratique. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise dans un placard d'un de nos participants. Donc chaque fois qu'on fait un terrain,
ce que je fais, donc je vais chez les gens à la maison, mes bureaux, puis je leur demande, ah ok, montrez-moi un petit peu l'endroit où vous vivez, où vous travaillez. Dans ce cas-ci, je lui demandais, montrez-moi avec quoi vous nettoyez. Alors, il m'ouvre le placard, et puis qu'est-ce que je découvre? Les tuyaux de l'aspirateur avec un joli nœud rouge accroché à une barre. Donc ça veut dire que ce participant, en effet, chaque fois qu'il aspirait, il avait un super pain point, comme on dit dans notre jargon, qui était qu'il devait défaire le nœud, ça lui prenait du temps, il devait refaire le nœud pour faire en sorte que les tuyaux de son aspirateur soient bien rangés. Donc ça, c'est le genre d'utilité pratique cachée que l'on ne découvre que si on va sur le terrain, on va voir ces utilisateurs potentiels et vraiment dans leur réalité quotidienne. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce genre d'informations, vous les récolterez pas par des études de marché au téléphone ou en laboratoire. Évidemment, étape numéro 2 du processus d'adoption, est-ce que le produit apporte un avantage financier par rapport au produit existant? Donc, on va à d'autres marques, est-ce que le Roomba va me coûter, qu'est-ce qu'il coûte par rapport à un aspirateur 1000 et aussi à l'usage. Donc, combien coûtent les pièces de rechange, etc. Donc, ça, c'est assez clair, je suis sûre que vous le faites tous automatiquement. Troisième point, troisième pierre de la rivière de l'adoption, auquel vous pensez probablement aussi souvent, c'est la facilité d'utilisation. Donc là, les efforts en fait pour apprendre à utiliser un nouveau produit. Donc là, 3 boutons, apparemment super facile, mais quand même, pratiquement tous les participants ont eu des difficultés avec une des fonctionnalités. Quatrième étape de la rivière d'adoption, les habitudes, les changements d'habitude. Alors ce qu'on a découvert, ce qui était très très clair, et donc ça a vraiment été un facteur bloquant pour plusieurs personnes, c'est que quand on introduit un robot qui aspire, ça change, ça force les gens à changer, pas tous, mais ça peut forcer à changer les habitudes de rangement dans une maison. Alors, si on regarde ici, alors moi je vois immédiatement 1, 2, 3 habitudes en tout cas à changer. Ces personnes, on leur met un robot qui bouge partout dans l'appartement. Après, ils sont forcés de commencer à plus laisser traîner des piles de journaux partout à terre, ce qui les arrange peut-être bien. Ils ne peuvent plus laisser traîner une table à repasser, ils ne peuvent plus laisser traîner les objets à terre parce que le robot, il va se froisser. Voilà, donc ça a été vraiment un frein très très important. Est-ce que votre produit, votre innovation va forcer leurs utilisateurs à changer leurs habitudes et si oui, quels efforts doivent-ils investir pour le faire? Cinquième étape, la relation émotionnelle qu'on peut développer ou pas avec une innovation, avec un nouveau produit ou un nouveau service. Alors dans notre cas, ce qu'on a vu, donc, nous on s'attendait à voir ça. Donc si on surfait sur internet et puis qu'on cherchait un peu après des données sur ce robot aspirateur, on avait l'impression que les gens adoraient ce robot, qui développait en fait une relation affective avec le robot. Il le déguisait, il y avait le chat qui jouait dessus, il y a des vidéos avec le bébé qu'on met sur le robot, qui se balade dans l'appartement. On se disait, ah bah, waouh, les gens vont s'attacher au robot. Il y a un truc vraiment très intéressant là à rechercher. Alors nous, ce qu'on a vu, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que on a vu ça. Donc en effet, les premières semaines d'utilisation du robot, il y a eu un début d'attachement au robot, mais qui s'est produit uniquement avec les enfants. Donc ça, c'est les bébés robots sur la maman robot. C'est une photo que mon papa nous a envoyée. Donc il y a des photographies de ces enfants en train de jouer avec le robot. Donc oui, au début, les enfants adoraient le robot, donc ils trouvaient super fun. Et puis malheureusement, après un mois, l'attachement est disparu. Voilà. Encore une fois, est-ce que vos innovations vont susciter, qu'est-ce qu'elles vont susciter comme nouvelles relations émotionnelles avec l'innovation?
Sixième point, l'influence sociale. On est tous des êtres sociaux, on a tous envie d'être aimés, d'avoir l'air cool, d'être appréciés par le milieu, etc. Alors, est-ce que Roomba rendait les gens cool ou pas? C'est un peu ça la question. Donc, certaines personnes nous ont dit, non, je trouve que c'est un truc en plastique, c'est pas très joli. Moi, j'ai un intérieur design, j'ai pas tellement envie d'avoir ça qui trône au milieu de mon salon. Donc, ils se retrouvaient en dessous d'un canapé et donc je l'ai utilisé. Donc, encore une fois, un facteur très important qui peut susciter le rejet de l'adoption d'un produit. Et dernier point qui est très très important, c'est l'espace physique aussi. Quel est l'impact de votre innovation sur l'espace physique des gens? Donc, par exemple, ça c'est une photo. Oups. Donc, ça c'est une photo qu'un de nos participants nous a envoyée. Donc, il a passé une demi-journée, il a passé un samedi après-midi à monter son Wi-Fi sur le mur pour réussir, pour enlever tous les câbles qui traînaient à terre, pour permettre au robot de passer. Donc voilà, ça c'est un effort considérable. Il fallait vraiment être motivé d'utiliser ce robot que pour passer une demi-journée pour lui permettre de fonctionner. Aussi, lors de chaque utilisation, est-ce que lors de chaque utilisation, vos utilisateurs potentiels vont pouvoir utiliser facilement le produit, ou est-ce qu'ils vont devoir modifier leur environnement physique pour l'utiliser? Alors voilà, ça c'est un peu les 7 étapes de l'adoption. Je vais passer la parole à Xavier parce qu'on a développé donc à partir de ça un petit outil qui permet aux starters de faire le test de l'arrivée à l'adoption. Alors, merci Valérie. Je vous salue, merci de nous accueillir pour décrire notre aventure. Donc moi c'est un témoignage, je ne peux pas amener aujourd'hui des grandes solutions à l'innovation, mais je vais dire quelle démarche on est en train de faire actuellement avec la société Human Centricity, de la dernière ligne droite avant l'industrialisation d'un produit qui nous est cher. Donc le produit qui nous est cher, c'est plutôt, notre société cherche à répondre aux fédérations sportives, aux athlètes et aux grands événements sportifs qui cherchent à mesurer les données physiologiques sur les athlètes pendant les grandes compétitions sans les gêner. Donc ils cherchent des solutions dans ce sens-là. Les athlètes pour augmenter leurs résultats, améliorer leurs résultats et ainsi augmenter leurs revenus. Les fédérations internationales pour augmenter la sécurité et veiller sur la santé des athlètes, et les organisateurs d'événements pour rendre certains sports plus télégéniques et animés en droit privé. Donc, on a sorti, la première série de produits qu'on a sorti, c'est un cardiofréquencemètre. Alors, des cardiofréquencemètres, il y en a déjà plein sur le marché, mais ce qui change avec celui-ci, c'est qu'on fonctionne avec un capteur optique, donc on se contente de filmer en infrarouge l'athlète, sans serrer, sans système évasif. Et si je vous voyais en infrarouge ce soir, vous seriez tous en train de clignoter à chaque battement de cœur. Et ça nous permettrait de reconstituer ainsi les valeurs de votre rythme cardiaque. Alors c'est une technologie qui a beaucoup de potentiel. Pour le moment, on mesure que le rythme cardiaque, mais en infrarouge, on arrive aussi à voir quelle est la saturation d'oxygène dans votre sang, votre température, votre pression artérielle, et aussi le rythme de votre respiration. Donc tout ça avec un simple petit capteur optique. Alors je vais essayer d'utiliser la télécommande dans le bon sens. Alors, on a établi une stratégie pour entrer sur notre marché. C'est-à-dire que les 7 étapes que vous avez vues, que Mme Bowens vous a présentées pour l'aspirateur, on l'a fait, nous, mentalement, dans notre imaginaire, avant d'aller sur le marché. On a fait une hypothèse. Grâce à un atelier dans lequel il y avait plusieurs chefs d'entreprise, on a fait un premier passage en diagonale à travers ces questions-là, et on a pu déterminer une stratégie pour toucher notre marché. Donc notre stratégie, eh bien, on a parlé tout à l'heure de l'innovation et de la rénovation. Je vous raconterai une anecdote parce que M. Mock m'a rappelé quelque chose.
Donc, notre produit, on a dû sortir du labo et aller vers la télé. Là, il n'y a pas eu, on va dire, l'intervention du Human Centricity. Pour nous, c'était le bon sens, parce que pour la télévision, on avait besoin de capteurs pour seulement quelques athlètes. Donc, on a produit une série d'une dizaine de capteurs. Ça ne nous a pas coûté trop cher et on a pu faire la preuve du concept sur les meilleurs athlètes qui étaient visibles dans des compétitions. Et là, à ce niveau-là, c'est pas trop compliqué, parce qu'il y a des enjeux financiers, c'est-à-dire que notre donnée peut avoir des conséquences financières tellement importantes que les utilisateurs sont prêts à faire de très gros efforts. C'est-à-dire que même s'il faut des ingénieurs pour fixer le capteur sur les premières séries, dans les premiers prototypes sur l'athlète, c'est un peu complexe, un peu déconcentré, etc. Les enjeux d'information sont tellement importants à ce niveau-là que nos clients sont prêts à faire des efforts. Mais après, on peut se permettre, nous, d'avoir un objet qui va être difficile à fixer sur une personne. Alors, la deuxième étape, on va partir d'un capteur qui a été vu à la télévision, pour lesquels certaines équipes nationales nous contactent, soit à travers des grands fabricants, soit en direct. Ils nous disent, on a vu votre objet, on veut l'avoir parce qu'on veut connaître le fonctionnement de nos athlètes dans les grandes compétitions et on souhaite l'utiliser. Alors là, il y a une première étape que nous, on est en train de franchir. Donc, on va sortir nos premières séries pour les athlètes de haut niveau et pour les entraîneurs, mais qui demande une grande réflexion, parce qu'on aura toujours des utilisateurs très qualifiés, mais qui devront gagner en autonomie. On doit bien réfléchir à quel objet on leur met dans les mains pour qu'ils ne s'en lassent pas, pour qu'ils ne disent pas régulièrement, mais c'est ce qui se passe, c'est de la merde, on ne va pas l'utiliser. L'étape suivante, eh bien, une fois que les professionnels l'auront utilisé, l'auront validé, on pourra passer aux amateurs. Alors, ce petit cheminement, il a l'air de rien, mais de l'avoir confirmé, disons, par une méthode ethnographique, dans laquelle je ne vais pas rentrer en détail, nous a permis réellement de gagner du temps et de gagner en assurance. Alors, l'une des difficultés qu'on a par rapport aux athlètes de haut niveau, c'est qu'ils s'entraînent de façon différente. Donc, notre rythme cardiaque n'a pas de valeur s'il n'est pas livré dans une information contextuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une information contextuelle? Le rythme cardiaque, par exemple, là c'est l'exemple du tir à l'arc, il a de la valeur si l'athlète peut analyser son rythme cardiaque avec des images. Alors jusque-là c'est facile, on pose une caméra, on synchronise, mais ça va changer tout l'environnement d'entraînement de l'athlète. C'est-à-dire que l'athlète, avant il arrivait, il tirait ses flèches, son coach le regardait, maintenant il a un objet de plus. Cet objet de plus, on doit vraiment penser à la façon dont il va être designé pour que les athlètes ne s'en lassent pas et que notre produit ne soit pas un effet de mode. Alors, une fois qu'on a ces données, images et rythme cardiaque, eh bien, on doit aussi faire entrer ça dans un programme d'entraînement. Et aujourd'hui, donc nous, on est en train de patauger dans la rivière des Sept-Pierres que Mme Owens nous a décrit tout à l'heure. On est en train de faire une étude ethnographique pour savoir quel environnement informatique, donc quel type de logiciel qui traiteront quel type d'informations, nous allons compter ces informations de rythme cardiaque et d'image. Alors, je ne sais pas, j'ai le temps de rentrer dans quelques détails ou bien il faut que j'abrège? Non, alors j'abrège. Donc aujourd'hui, on a désamorcé un piège qui est très important. Ce que nous allons commercialiser, c'est un capteur, une application sur un téléphone mobile, et puis une plateforme Internet. Et une plateforme Internet, au début, on allait diriger vers une communauté. Donc on pensait que c'était bien de penser communauté, et que les athlètes ils voudraient partager leurs informations avec d'autres athlètes, avec leurs coachs, pour s'améliorer. Et l'étude ethnographique nous a démontré que malgré la très bonne technologie qu'on avait derrière, qui intéressait beaucoup de monde, on allait vers on va dire une catastrophe commerciale en proposant cette plateforme de partage, parce que typiquement dans le premier sport qu'on est en train d'attaquer, les athlètes, donc dans le tir à l'arc, ne vont pas partager leurs informations, ne vont pas montrer comment on tire à l'arc, parce que le final se déroule sous forme de duel,
Et l'une des stratégies entre athlètes pour gagner la médaille, c'est de distraire l'autre athlète. Et donc, si on sait à quoi est sensible, si on sait comment s'entraîne notre athlète, on va pouvoir mettre en place plus facilement des stratégies pour le distraire. Donc on a laissé tomber cette plateforme qui n'aurait pas été utilisée pour ces raisons-là, qui nous aurait coûté assez cher à la dimension à laquelle on voulait la développer. Pour conclure, M. Mock, par rapport à l'innovation et à la rénovation, il m'est arrivé récemment quelque chose d'assez amusant. Ce capteur optique qui capte le rythme cardiaque, qui nous permet de capter cette valeur, a été utilisé dans des grandes compétitions, validé pendant cet été. On a transmis le signal dans plusieurs pays de certains athlètes. Et j'ai reçu, quelques semaines après, pour l'utiliser déjà à grande échelle, une lettre d'un inventeur, un des inventeurs qui figure sur le brevet, comme quoi il refusait d'aller présenter l'invention à des journalistes, parce que dans sa tête, ce produit ne fonctionnait pas encore. Et donc, on voit l'utilité de faire fonctionner aussi en aval les équipes de rénovation, qui poussent le mental des équipes d'innovation qui souvent manquent de confiance en elles. Depuis, l'inventeur sait que son invention marche. Et certains, ça marcherait. Voilà, merci beaucoup.